Marine Tondelier a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Alors ça, je suis très très heureux. Parce que, vous savez, on est un peu déprimé à gauche en ce moment. On se dit qui peut? Qui pour nous sauver? Que faire? Quelle personne pourrait nous sortir de ce marasme, de la division, du manque de clarté politique, du vide abyssal et intersidéral qu'il y a dans la gauche post-Hollande? Qui pour nous sortir de ce marasme? Et si c'était elle? Et si c'était Marine Tondelier? Bonsoir Marine Tondelier. Bonsoir Gilles Boulot et merci pour votre invitation. Est-ce que vous avez pris votre décision? Est-ce que vous êtes candidate à l'élection présidentielle de 2027? Oui, je vous le dis très clairement, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et cette candidature, c'est un geste d'amour, un acte fort d'amour pour la France parce qu'on ne peut pas aimer son pays et le laisser s'abîmer ainsi. Déjà, je trouve ça absolument fascinant qu'elle reprenne tout le vide de la langue de bois. C'est « je m'engage pour mon pays ». Ça veut dire quoi, s'engager pour son pays? Oui, c'est un acte d'amour, car si on aime la France, on s'engage. Ok, du coup, les gens qui s'engagent pas, ils aiment pas la France, c'est un peu bizarre. Et que oui, en fait, l'amour de mon pays. En fait, on a toute cette rhétorique dans laquelle finalement l'amour, ça veut pas dire grand chose, quoi. L'amour, c'est creux, c'est vide, c'est regarder, j'aime la France. Oui, bon, ok, très bien, tout le monde peut le dire du RN à lutte ouvrière. Hein. Mais genre, tu sais, voilà, c'est un acte d'amour, quoi. C'est pour faire comme Marine Le Pen, c'est son slogan. Oui, parce que son slogan, c'est « Une autre Marine est possible ». Marine Tondelier, on l'a beaucoup connue dans des moments de l'histoire politique française, globalement après 2022. En gros, 2022, c'était la porte-parole de Jadot. Et après, elle a pris sa suite en tant que secrétaire générale des écologistes. Et en vrai, on l'a surtout connue dans des moments pas très politiques, quoi. Beaucoup dans des moments où la substance de son discours, c'était de dire « Il faut faire l'union de la gauche et des écologistes », en précisant bien sûr, du coup, que les écologistes ne sont pas de gauche, visiblement. La France insoumise, c'est pas bien, parce que vous voulez faire l'union alors que nous, on veut partir tout seul aux élections européennes. Et ensuite, en fait, la France insoumise, c'est pas bien, parce que vous voulez pas faire l'union de la gauche et des écologistes. Ah, en fait, regardez, on fait l'union de la gauche et des écologistes, et ça, c'est grâce à nous. Enfin bref. En fait, sa présence médiatique a servi surtout à faire du métadiscours autour de la politique, du discours de stratégie, du discours autour de l'union, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut pas dire. Faut pas dire Allahu Akbar en manif Palestine. On met des fleurs aux pieds des policiers, faut surveiller Médine. Et en fait, on l'a pas vraiment vu. Ça, c'est un truc qu'on peut déplorer sur toutes les personnalités politiques. Que globalement, quand t'es interviewé, t'as très peu de temps pour parler de politique et pour parler de fond. Mais on voit que c'est beaucoup ce que font les élus France Insoumise et Mélenchon, etc., qui à chaque fois essayent d'arracher le peu de fonds politiques qu'ils peuvent avoir des questions de merde que leur posent les journalistes. Et Tondelier, ça a toujours été des bons sentiments généraux. J'ai peur de l'extrême droite. Moi, je sais ce que c'est l'extrême droite parce que je suis à Hénin-Beaumont. Et toujours des trucs assez généraux de globalement l'heure est grave, l'écologie c'est bien, l'union c'est bien, écoutez-moi parce que je suis une femme écologiste du Nord-Pas-de-Calais. Quand tu te présentes à des élections, tu dois présenter un programme, tu vois. Là, c'est là l'occasion un petit peu de rentrer plus dans le fond. Qui es-tu politiquement? Qu'est-ce que tu proposes? Quelle est l'innovation un petit peu politique par rapport à une ligne ou une autre qui pourrait être portée dans ton parti? Je rappelle que Marine Tondelier, en réalité, son élection à la tête des écolos, c'était une façon justement de ne pas régler les dissensions politiques qu'il y avait entre, on va dire, allez, la ligne éco-socialiste de Sandrine Rousseau et la ligne éco-libérale de Yannick Jadot et de l'autre mec là, professeur Moutard, je sais plus comment il s'appelait. Est-ce que lors de cette interview, elle va donner des clés un petit peu de lecture de son projet politique? Parce que là, pour l'instant, sur son site internet, là, elle a publié un livre, là, allez voir le best-of de Zawa Prod avec Raz qui lit son chapitre sur la veste verte, oui, qui est encore une fois exactement, qui illustre le vide sidéral, comme tu le dis, un quadrillon de tonnes. Hein. Mais nous, on va s'intéresser, parce que Raz, oui, il s'amuse, il lit des trucs. Nous, on va s'intéresser au discours politique, d'accord? On va essayer de creuser là-dedans. C'est quoi son projet? C'est quoi sa vision pour la France? Qu'est-ce qu'il y a derrière la veste verte, derrière les postures, etc. Qu'est-ce qu'elle a? Vous savez, moi, ça fait des années maintenant que je sillonne à longueur de semaine ce territoire. Je vais même des fois ça c'est du François Ruffin, ça. dans des villages, on me remercie en me disant mais aucune personnalité nationale n'avait jamais pris le temps de venir nous parler. Et j'ai vu... Non mais ça c'est facile. Ça, tu vas voir les gens en province, personne n'est jamais allé les voir dans leur trou de merde, ils sont en mode « Ah, merci d'être venu, gna gna gna. » Ah, ça va, c'est une blague, les provinciaux, je vous aime beaucoup. Rappelle, je vous méprise moins que les bourgeois
de droite. Elle se refinise énormément dans son expression politique, où je pense qu'elle a vu en Ruffin quelqu'un qui avait un peu ce cachet ouvriériste, la France d'en bas. Elle s'est dit, ah putain, c'est vrai que je suis d'Hénin-Beaumont, je peux revendiquer ce cachet-là. Et je pense que c'est aussi un petit peu la game qu'elle a joué à l'intérieur de son parti, pour dire, voilà, moi, je fais pas partie du sérail des apparatchiks de Paris, moi, je suis de la province, de Hénin-Beaumont, en plus, ça vote extrême droite. Et je pense que les gens ont sincèrement pensé qu'ils allaient avoir un vernis un peu antifasciste en disant, ah bah tiens, Marine Tondelier, elle lutte contre l'extrême droite au quotidien, Hénin-Beaumont. Une partie de la vie politique s'est réfinisée, c'est global. Oui, c'est vrai que Ruffin a donné un petit peu ce nouveau mode d'expression que j'appellerais du populisme bas de plafond, parce que vous m'avez beaucoup vu défendre le populisme de gauche, la stratégie de Mélenchon en 2017, et tout simplement, en règle générale, l'approche de l'analyse politique, de redessiner les lignes de fracture entre un nous populaire et un eux des élites, qui peut prendre beaucoup de formes, mais qui, dans la stratégie du populisme de gauche, passe par une mise en coalition, justement, de toutes les luttes, en fait. Et notamment une mise en coalition, quand vous dites Chantal Mouffe, c'est assez intéressant, c'est très intersectionnel, Chantal Mouffe, voire même plus qu'intersectionnel, parce que elle pense vraiment l'idée que, bah voilà, on peut plus parler uniquement en termes de classe ouvrière, et il faut penser le peuple en règle générale, et le peuple, c'est-à-dire dans toutes ses composantes, et le peuple comme part active de la politique. Donc ça, c'est la théorie de l'ère du peuple de Mélenchon, etc. Et donc, là-dedans, on va penser aussi les articulations avec les luttes queer et les luttes féministes qui sont du peuple, avec les luttes antiracistes, avec les luttes ouvrières, avec tout ce qui met la société en mouvement contre les systèmes de domination constitue le peuple auquel le populisme de gauche va donner une réponse fédérative. Et avec Ruffin, tu fais ça version petit cerveau. C'est-à-dire tu fais ça, mais en prenant plutôt le plus petit dénominateur commun. Et le plus petit dénominateur commun, c'est le truc un peu médiocre de oh là là, les petites gens qui ne voient jamais des personnalités politiques nationales dans leur petite ville ou dans leur village. Ça amène en fait à une espèce de fétichisation du petit. Ces pauvres gens à qui on va donner la parole. On voit beaucoup ça chez Ruffin, c'est sa façon de s'exprimer beaucoup sur les réseaux sociaux. Il a tendance à faire des espèces de reportages journalistiques où il va mettre en scène le fait qu'il interviewe un prolétaire ou une prolétaire qui va lui raconter sa vie. Et du coup, à la façon d'un journaliste, il va retranscrire le témoignage de ce prolétaire. Mais du coup, les prolétaires ne sont que ça, un témoignage. Et jamais vraiment une force active. Et en fait, c'est un petit peu ça qu'on a dans la forme d'expression de Marine Tondelier. Les prolétaires, les personnes minorisées sont des témoignages, mais jamais qui sont présentés comme actifs ou comme ayant vocation à être actifs. Elle a une expression qui est très ruffinisée, mais du coup, qui donne assez peu la part belle à la théorie et au programme. J'ai entendu trop de Français m'expliquer à quel point ils se sentaient humiliés. Et donc là, c'est le début du truc. C'est encore une fois, du coup, donc, elle va dans des endroits où aucun homme politique n'est jamais allé, et elle se fait désormais dépositaire de la parole des petits. La parole des humiliés, qui marchent la tête baissée, et on m'a dit tout ça, et on m'a investi. En fait, c'est une façon de mettre en scène une forme d'investiture populaire. C'est que on m'a investi de ce savoir qu'il y a des pauvres, et il y a des gens qui vont pas bien. Et du coup, toute remplie de ce savoir, ça me donne la responsabilité, et donc finalement le rôle dans l'histoire de porter cette parole, et d'être leur représentante, parce qu'ils m'ont parlé et qu'ils m'ont dit merci d'être venu. En fait, c'est vraiment le discours de base de marketing politique, langue de bois, quand t'as rien à dire, mais que tu veux quand même dire choisis-moi. Bah, le mieux, c'est de dire il y en a d'autres qui m'ont choisi, et du coup, ça m'a donné cette responsabilité, du coup, me voilà face à vous. Le mépris, ça revient tout le temps, et ça, je ne le supporte plus. Voilà, je ne supporte plus le mépris. J'ai un dégoût personnel. Je suis indigné et c'est la preuve que mon cœur est pur et que je me battrai pour vous. Tu sais, je trouve que c'est vraiment fascinant. C'est que t'as vraiment... Voilà à quoi ressemble le marketing politique quand t'as rien à dire. Je veux aider à réparer ce qui a été cassé, à réconcilier, à apaiser, à protéger. Et je le dis aussi parce que je suis une écologiste, mais aussi une maman. Très intéressant ça, le capital de féminité qu'il peut y avoir là-dedans. Déjà, il y a un premier truc, c'est le fait de réparer. Réparer ce qui a été brisé. Elle se place dans un domaine de l'affect et du care. C'est-à-dire que, en tant que femme, son rôle, c'est de prendre soin des gens. Parce que les hommes, ils ne prennent pas soin des gens. Et du coup, c'est ce qui donne tous ces hommes politiques, nuls, etc. Alors qu'elle, en tant que femme, elle saura naturellement prendre soin des gens. Pas parce que c'est une femme, c'est pas essentialiste, c'est parce qu'elle, c'est une maman. Il y a souvent chez les femmes de droite et d'extrême droite, et c'était Léane Alestra qui en parlait dans le Talkie Oui Oui de hier, cette tendance qu'ont les femmes de droite et d'extrême droite à utiliser justement ce capital-là de féminité, de maternité, pour revendiquer leur prétention à la politique. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas la politique pour le pouvoir, parce que le pouvoir c'est quelque chose de masculin. Elles le veulent parce qu'en tant que mère, elles savent comment prendre soin de la nation.
que la nation est présentée comme une chose brisée, etc., qui a besoin d'une maman pour être sauvée. Tondelier, elle n'a pas du tout cette présentation de femme d'extrême droite. Elle utilise justement son attribut un petit peu de « je suis une mère » pour renforcer sa légitimité, encore une fois, donc c'est le premier volet. Une femme doit prendre le pouvoir parce qu'en tant que mère, on a une connaissance que les hommes n'ont pas, les hommes ne savent que casser et les femmes sont là pour réparer. Mais elle ajoute ça du coup, à l'inverse du coup de l'extrême droite, elle va prendre davantage, le côté de Montessori, le côté de une façon de prendre soin qui est plus dans la générosité. Prendre soin de l'environnement, retourner à l'abondance, etc., etc., etc. Et donc c'est intéressant de voir ces registres-là parce que finalement c'est une façon un peu dont l'essentialisme féministe, ce féminisme un peu libéral, un peu culturel, ce féminisme de l'image, de la représentation, etc., militarise la féminité pour éluder les réalités du pouvoir. C'est-à-dire que les réalités du pouvoir, c'est que Marine Tondelier, ça va pas être une mère qui prend soin. Ça va être aussi une mère qui sera à la tête de la police, des prisons, de tout le complexe militaro-industriel, etc., etc. L'utilisation de la féminité est là pour masquer ces aspects-là du pouvoir qui sont indésirables et sur lesquels est-ce qu'on sait vraiment ce qu'elle pense, et pour renforcer la projection d'un prendre soin, d'une mère qui va provide pour ses enfants, quoi. Du coup, d'un point de vue féministe, est-ce que c'est ce qu'elle fait, c'est problématique parce qu'elle maintient des représentations de genre? Bah ouais, En fait, elle l'utilise à son profit. Mais en effet, elle utilise un capital genré qui, si elle se présentait comme une femme virile, qui n'est pas maternelle, qui rentre dedans, tu vois, bah ce serait une mauvaise femme. Ce serait une poissonnière. Genre, par exemple, Mathilde Panot, une des insultes qu'elle se reçoit, c'est le poissonnière. Et ça, c'est une insulte qu'on donne souvent envers les femmes politiques qui sont considérées comme un peu trop viriles, justement. C'est que c'est la poissonnière, c'est celle qui bugle, celle qui est violente, etc. Donc, c'est des femmes qui ne sont pas considérées comme des... En fait, c'est des femmes faillies. C'est des femmes qui échouent dans leur rôle de femme. Ce que fait Marine Tondelier, c'est de reposer aussi sur un capital de féminité qui joue sur ce contrat social où t'es une femme respectable, donc respectable selon certains codes patriarcaux quand même, mais en échange, tu peux utiliser cette respectabilité pour prétendre au pouvoir. Je le fais aussi pour nos enfants et pour vos petits-enfants. Et voilà, et c'est pour les enfants. Et donc on convoque une figure de l'innocence, la femme, la mère, convoque l'autre figure de l'innocence avec laquelle elle est obligée d'aller, c'est-à-dire l'enfant. Et donc t'as un truc où là, en 1 minute d'interview et la réponse à la première question de vous présenter à l'élection présidentielle, etc., elle a convoqué juste des figures de l'innocence pour porter un discours creux de « on fait ça pour les enfants ». Lesquels? Les enfants de qui? De quelle façon? Marine Tondelier, vous êtes la première à gauche à vous déclarer officiellement. D'autres candidats de gauche, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, pourraient en faire autant. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une primaire et la règle, c'est que le meilleur gagne, c'est ça? Écoutez, c'est la démocratie, chacun a évidemment le droit de vouloir être candidat, mais je le dis très sincèrement, à la fin, il faudra une candidature unique de la gauche et des écologistes. Et voilà, et donc là, elle revient sur son mode qui est le plus pratique, c'est que comme elle ne peut pas compete sur le domaine des idées politiques, parce que là pour l'instant c'est extrêmement vide, du coup elle revient sur « il faut quand même une candidature unique de la gauche et des écologistes ». Moi, j'y suis prête. Je me soumettrai à cette primaire dont je me bats depuis des mois pour qu'elle ait lieu et je pense que tout le monde devrait en faire autant. Alors eux ne veulent pas de primaire. Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann ont dit on ne veut pas de primaire. Ça leur fait au moins un point commun. Donc vous leur demandez de se rallier à vous. Écoutez, l'un est le parfait repoussoir de l'autre et vice-versa et je peux déjà vous dire ce qui va se passer. Pendant des semaines, pendant des mois, ils vont s'invectiver, ils vont s'interpeller, ils vont se dénigrer et ça conduira à un résultat. À force d'expliquer que c'est soit l'un soit l'autre, ce sera ni l'un ni l'autre. Et donc moi... De toute façon, c'est qu'une question de couilles. Ces deux mecs, ils vont que s'invectiver, ils vont que se taper dessus. Et moi, en tant que femme maternelle qui fait ça pour les enfants en tant que mère, mon rôle, ce sera de réconcilier. Et finalement, elle se remet dans une position d'impuissance politique. C'est que du coup, les méchants monsieur qui se battent pour leur bataille d'ego, elle regarde ça de façon « Ah, mais arrêtez de vous battre, c'est terrible, on n'y peut rien, boys will be boys. » Mais tournez-vous vers maman, tournez-vous vers Mommy Tondelier. Quand est-ce qu'elle parle du climat? Je parie, je sais pas ce que je parie, mais je parie qu'elle va pas en parler de toute l'interview. Parce qu'en plus, c'est la pro pour dire « Oh là là, et du coup, on ne parle pas d'écologie. » Alors qu'elle n'en parle jamais quand elle est interviewée. Je leur dis qu'ils font une erreur en ne se présentant pas à cette primaire. Je ne désespère pas de leur faire changer d'avis, je ferai tout pour. Et je leur propose un débat. C'est où ils veulent, quand ils veulent, dans le format qu'ils veulent. Mais parlons-en. Je préfère qu'on en discute maintenant que quand il sera trop tard. Si vous êtes élue présidente de la République, quel sera le premier geste, la première chose que vous ferez à l'Élysée? Là, on pose la question. Là, c'est le programme. Là, on est en mode, bon, c'est quoi le premier truc que tu fais à l'Élysée quand t'es présidente? C'est là peut-être qu'elle va parler du programme. Peut-être que j'ai été mauvaise langue. Déjà, toute la campagne, je vais mettre des sujets forts sur la table dont je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus souvent. La solitude, l'enfance, l'inégalité territoriale aussi. La première mesure, elle est audacieuse, elle est ambitieuse, mais on en a besoin, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. On a fêté là, le 4 octobre, les 80 ans. Ah, donc c'est pareil que Mélenchon, en fait. Ok, d'accord. Bon, bah, next.
La première mesure, c'est la solitude. Après, c'est une bonne idée. C'est pas pour rien que c'est dans le programme de LFI. Eh bien aujourd'hui, sachez-le, 42% des personnes qui gagnent le SMIC ou moins disent avoir sauté un repas. 53% disent réduire les portions alimentaires pour des questions financières. Et ça, on peut pas détourner le regard. Et donc, on se battra avec cette sécurité sociale de l'alimentation pour que tout le monde ait à manger en bonne quantité. C'est une question de dignité, mais aussi en... La première mesure, c'est un truc qui va mettre des mois à sortir des cartons. Oui, c'est-à-dire qu'en vrai, si ça met des mois à sortir des cartons, mieux vaut le mettre en place tout de suite, comme ça ira plus vite. Mais on remarquera que dans sa première mesure, elle ne cite absolument aucun des marqueurs qui sont identifiés comme des marqueurs d'urgence à gauche. Les marqueurs d'urgence à gauche, c'est déjà de défaire tout ce qu'a fait Macron, tu vois. C'est la réforme des retraites, c'est le SMIC. C'est des trucs qui sont vraiment d'un aspect parfaitement concret, qui sont souvent, hein, quand tu demandes à Mélenchon, c'est le SMIC, la retraite, etc. L'abrogation des ordonnances travail, enfin tous ces trucs-là. Et ce qui est intéressant, c'est que elle, du coup, pour se différencier, elle dit je vais proposer un truc, je vais proposer la sécurité sociale, l'alimentation, etc. Mais du coup, paradoxalement, ça la met dans une situation où elle s'extrait elle-même des débats oppositionnels à gauche. C'est intéressant. Elle essaye direct de proposer des mesurettes qui la différencient, genre la solitude, what the fuck. Oui, c'est ça, c'est qu'elle dit déjà pendant toute la campagne, je vais parler de la solitude, je vais parler de l'enfance, je vais parler de... Et t'es en mode, en fait, c'est des grands thèmes. Tu dis pas exactement ce que tu vas dire sur ces thèmes, mais vas-y, ok, d'accord, c'est des thèmes, quoi. Mais oui. Après, où je suis d'accord que c'est stylé comme mesure, c'est pas pour rien que c'est dans l'avenir en commun. Vraie question, est-ce que ce serait possible de se passer des réseaux de distribution alimentaire, genre de faire en sorte que ce soit l'État qui gère le bordel, les prix pourraient être moins chers vu que pas besoin de payer un patron actionnaire? Ah oui, totalement. C'est l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation. J'espère qu'elle s'accompagne aussi d'un programme de, si ce n'est de nationalisation, mais du moins de collectivisation des réseaux de distribution et de certains réseaux de transformation. Parce que le problème de tout ça, c'est que la sécurité sociale, une partie de ce qu'elle fait, c'est aussi de payer ultra cher des médicaments. Alors évidemment, il y a un poids, il y a une capacité de négociation du prix des médicaments de la part de l'État. Mais en fait, quand ton médicament, tu le payes moins cher parce que c'est remboursé par la Sécu, ça veut dire que c'est l'État qui paye le reste du prix du médicament. Donc typiquement, la question, en effet, la grosse question sur la sécurité sociale de l'alimentation, c'est comment tu fais en sorte que ce soit pas un gouffre financier et que finalement, ce soit pas une nouvelle façon pour l'agrobusiness de s'acheter en fait une sécurité économique, parce que du coup les gens ils pourront toujours consommer, aux dépens de l'État qui devra payer l'addition, quoi. Et c'est pour ça qu'on propose notamment dans l'avenir en commun un pôle public du médicament. C'est justement pour pouvoir être un maximum autonome sur au moins un volume basique de production de médicaments, quoi. Bonne qualité. Et je le dis aussi pour nos agriculteurs que cette mesure contribuera à aider parce que ça leur donnera les moyens de produire mieux aussi. Si vous êtes élu président... Et donc ça, c'est un truc, c'est intéressant, c'est que en effet, t'as la question de la production, t'as la question du fait de pouvoir payer les aliments, mais du coup, ça répond pas forcément à la question du gel des salaires, du rattrapage de l'inflation, etc., etc., quoi. Vous devrez gérer les retraites. La suspension de la réforme des retraites, elle va coûter 1,4 milliard d'euros en 2027. Petite question de Gilles Boulot. Attention, les retraites, ça coûte cher. Ça coûte cher, la suspension. Il la place déjà dans le cadre de la suspension et donc pas de l'abrogation. Et en plus de ça, il la prend tout de suite à la gorge en mode ça coûte cher. Qu'est-ce que vous allez faire face finalement à la pression? Enfin, en fait, la réponse à sa question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire face à la pression perpétuelle de ça coûte cher, l'austérité, etc., etc. Nous demandons de suspendre vraiment cette réforme des retraites. En réalité, notre programme, c'est de l'abroger et de mettre autour de la table celles et ceux qui ont des solutions, les syndicats, les partis politiques de gauche, on en fait aussi de nombreuses. Et ça, c'est intéressant, tu vois. T'es au pouvoir et ta réponse, c'est de dire on va mettre autour de la table des gens qui ont des propositions. Mais du coup, c'est quoi tes propositions à toi exactement? Juste quand vous avez affaire à un gouvernement qui refuse d'examiner quoi que ce soit qui va dans le sens de la justice sociale, vous finissez par vous réveiller un matin en vous disant que vous allez essayer de les remplacer. C'est ce que je vais m'employer à faire. Merci beaucoup, Marine Tondelier. C'est frustrant, c'est que c'est vraiment 4 minutes d'interview, quoi. Genre, c'est zéro mention d'écologie. La sécurité sociale de l'alimentation, là-dedans, il y a une réalité écologique là-dedans, tu vois. C'est aussi sur le mode de production alimentaire, mais elle l'a plus centrée sur, en effet, comment les gens peuvent avoir la thune pour se nourrir, plus que sur, l'aspect écologique, l'aspect production, etc., développement durable, etc. Mais non, mais c'est intéressant. Elle a lancé une mesure qui est très consensuelle à gauche, sur laquelle il n'y a pas vraiment de débat. Mais en gros, ça a l'air d'être la mesure au travers de laquelle elle essaie de faire la jonction entre l'écologie politique et la gauche. Montrer que l'écologie est une affaire de conditions sociales. Et je pense que ça va être un petit peu tout son truc de, encore une fois, un peu à la Ruffin, tu vois, mais d'être en mode, l'écologie est une affaire de lutte des classes, tout en disant que la lutte des classes, elle s'est passée quoi, et de toute façon, le capitalisme, c'est pas par quoi faut le remplacer. Parce que, regardez, les gens ont pas de quoi se nourrir, du coup, on va faire une sécurité sociale de l'alimentation. Et de toute façon, la bouffe, ça vient du sol, du coup, c'est un peu écolo. En fait, je pense qu'elle en est au stade politiquement où elle se dit, il faut que je justifie pourquoi je suis là. Il faut que je donne une légitimité à ma candidature. Et pour donner une légitimité à ma candidature, il faut faire du personal branding. Il faut dire
dire aux gens qui je suis. Et ce qui est un petit peu, je trouve, mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que, en vrai, une autre façon finalement de faire du storytelling, c'est de te présenter avec des propositions fortes, par exemple, des propositions qui détonnent. Mais comme on avait dit, comme c'était Léo dans sa vidéo, la vidéo de Léo, sur les écolos qui en avait parlé, on en avait aussi parlé à plusieurs reprises sur mes streams, sur les streams de Zawa Prod. Le gros problème finalement de EELV, c'est que historiquement, ils ont toujours eu du mal à se décider sur une seule ligne politique. Il y a toujours eu un petit peu un aspect parti ouvert qui s'est encore plus renforcé quand les Verts sont devenus Europe Écologie Les Verts en vrai. Et depuis, il y a toujours eu une espèce de refus de trancher. Il y a toujours eu à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts des lignes assez droitières, des lignes très pro-marché, favorables à une régulation, mais finalement la régulation assez minime. Par exemple, typiquement les marchés des quotas d'émissions, c'est-à-dire résoudre les problèmes écologiques par le marché. Peut-être que les règles du marché pourraient amener à ce que l'intérêt égoïste des entreprises soit de moins polluer, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie capitalisme vert, quoi. Et une frange un peu plus radicale, éco-socialiste, de laquelle faisait partie notamment Martine Billard, qui s'est barrée des écolos et qui a rejoint par exemple le parti de gauche à l'époque. Martine Billard qui a été notamment une de celles qui a le plus formé Mélenchon sur les questions écologistes. Donc t'as des plus radicaux qui s'étaient barrés déjà, mais t'avais quand même une frange un peu éco-socialiste, qui est aujourd'hui représentée par Sandrine Rousseau. Et donc, tu as toujours eu un petit peu ce truc-là où, au nom de la diversité, au nom de la démocratie interne, au nom du fait que l'écologie était avant tout perçue comme une grande cause commune, un peu ce refus assez ostensible de trancher des lignes. Mais en fait, ce qui a amené progressivement à ce que Europe Écologie Les Verts n'est plus que ça, quoi. N'est plus que son fantasme de « on est démocratique ». Et on est écolo. Et en fait, comme au fur et à mesure, la question écologique est devenue un peu un passage obligatoire sur les plateaux télé, les trucs comme ça, et que à côté, tu as quand même une proposition forte à gauche qui intègre l'écosocialisme véritablement dans tout son programme et qui vient challenger en fait finalement les programmes des écolos par leur gauche. Et en plus de ça, que le greenwashing, le capitalisme vert, etc. est de plus en plus aussi intégré du côté de la droite et du centre, bah ça fait que les deux pôles de tension d'Europe Écologie Les Verts se sont retrouvés encore plus mis à l'extrême. Parce que bah du coup, si tu avais besoin d'une proposition radicale, bah du coup tu vas à la France Insoumise. Si tu te contentes d'une solution d'un capitalisme vert, bah finalement la proposition macroniste, surtout 2017, te convient parfaitement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu un rebranding du parti qui est passé de Europe Écologie Les Verts à les écologistes, que l'élément de langage c'est de dire la gauche et les écologistes, c'est de dire vous avez encore besoin de nous, alors qu'en réalité, en vrai de vrai, le discours écologique il a déjà été absorbé par les autres partis politiques. Et donc du coup sur tout ce truc là, parce que du coup en vrai Marine Tondelier qui se présente aux élections présidentielles, bon après elle dit bien que quand même il faudra une primaire pour désigner, etc. Mais du coup ça a pas trop plu à certaines personnes aux écolos, notamment Sandrine Rousseau qui était en mode comment ça tu te présentes aux 20h de TF1, ça ressemble beaucoup à un lancement de campagne présidentielle alors que t'es censé faire une primaire dans ton parti puis une primaire à l'extérieur de ton parti. Genre c'est quoi un petit peu ce truc là, qu'est-ce que tu nous fais quoi? Et du coup Sandrine Rousseau ça l'a un petit peu agacé. Et du coup ça va nous permettre d'aller sur la fameuse démocratie interne d'Europe Écologie Les Verts. Marine Tondelier, pourquoi je suis candidate à l'élection présidentielle? Je trouve que ce calendrier est le pire qui puisse être. Voilà, je me suis battue en interne pour que ça ne soit pas ce calendrier. Et en plus c'est ça qui est fascinant, c'est que quelque part Tondelier profite un petit peu du fait que l'entièreté de la gauche est dans le marasme du budget pour pouvoir lancer son truc en mode hop, de toute façon moi je suis pas député donc je m'en bats les couilles, je peux me présenter quand je veux. Et du coup utiliser un petit peu ce truc là de vas-y pendant qu'il se déchire sur le budget, moi je peux avancer dans mon coin quoi. Je continuerai à me battre pour que là dans un moment où on est en train de voir le budget et encore avec tous les aspects dont on vient de parler, dans un moment où on risque la censure, la dissolution, dans un moment où il y a aussi les municipales où les sondages ne sont pas forcément excellents, ce moment-là est un moment au contraire de mobilisation générale et de ne pas être dans une bataille qui me semble être à contre-temps. C'est-à-dire que... Mais parce que là, en vrai, ce qu'elle sous-entend et ce qui est le fond de toute cette affaire, c'est que Marine Tondelier, du coup, profite du fait que la gauche est dans leur bataille, etc., pour se placer au-dessus de la mêlée. Et en fait, c'est un move ultra déloyal ce qu'elle est en train de faire, mais qui correspond à tout ce qu'elle a fait à l'intérieur de EELV, à changer les modes de désignation, à purger des gens ici et là dans sa tendance, notamment à purger, je crois que c'était Piolle qui s'était fait un peu dégager avant un vote, enfin bref, à dégager ici et là avant les votes. Et puis bon, de toute façon, les écolos, c'est comme au PS, hein, ça truque les votes à droite à gauche, on n'arrête pas de nous dire oui, on vote sur tout, oui, vous truquez tout aussi, quoi. Donc voilà, donc c'est un truc ultra déloyal et je comprends Sandrine Rousseau qui est en mode mais putain, mais c'est quoi ce timing, quoi? Et en vrai, elle les a pris à revers. Aujourd'hui, le temps, là, est à sauver le parlementarisme, la démocratie, et derrière les municipales, qui est un échelon extrêmement important pour bien des gens. Et qu'en fait, c'est ça. Et toutes nos forces, toute notre énergie, toute notre puissance militante, qui n'est pas énorme, mais qui devrait être... Elle a dit on n'a pas beaucoup de militants, mais du coup, justement, il ne faut pas trop nous disperser.
qu'on est vers ça. Je suis absolument d'accord avec ça et je regrette absolument. Mais je n'ai pas, été informée du calendrier. Et on vote dans ces cas-là, parce que moi je ne connais pas. La désignation du candidat, ça se fait comment? Parce que je vois plein de trucs bizarres. Elle est candidate à la primaire de la gauche, elle n'est pas candidate à l'élection. C'est tout le flou, c'est tout. Enfin, c'est une question. C'est tout le flou. Non, mais normalement, on a un processus interne dans lequel moi je refuse d'aller parce que c'est un processus qui n'a aucun sens. Et après, il y a la supposément. Oui, parce que t'as déjà le truc. En vrai, Sandrine Rousseau, elle s'est déjà fait largement baiser par son propre parti. Je sais pas si vous vous rappelez pendant les législatives de 2022 où Sandrine Rousseau avait été un temps écartée des négociations et ensuite remise dans les négociations parce qu'en gros, pendant la présidentielle de 2022, globalement, Rousseau, elle était trop de gauche, du coup, elle s'était fait dégager. Elle s'était fait rappeler in extremis dans l'appareil de campagne de Jadot parce que la campagne était en train de couler et du coup, ils ont ramené Sandrine Rousseau en mode vite, viens vers nous, s'il te plaît. En fait, on a besoin de toi pour savoir comment est-ce qu'on évite la catastrophe totale, etc. Donc, elle s'était déjà faite dégager du truc de campagne, puis ramener in extremis parce qu'il commençait à perdre, et ensuite aux législatives de la NUPES, rebelote. Au moment de négociation, pareil, c'était tu dégages et ensuite tu reviens, et avec une espèce de chantage qui avait été mis sur sa propre circonscription. Donc elle sait très bien qu'elle a plus rien à tirer de la démocratie interne de son parti. Elle est en mode bon, de toute façon, moi je joue même plus au jeu de leur primaire interne dans le parti parce que c'est absurde, j'ai rien à gagner et tout a été verrouillé pour que Tondelier gagne tout, tu vois. Sandrine fusible Rousseau, bah ouais, c'est ça. Hein. Primaire de la gauche, mais dont on sait même pas si elle va exister. Et c'est pas qu'on manque de candidats à gauche par ailleurs. Donc en fait, je ne sais pas comment tout cela va se passer. Et je pense surtout que là, il y a vraiment des choses extrêmement concrètes, immédiates à faire. Voilà, et je veux en tous les cas vraiment dire aux Français et Françaises qu'on ne les oublie pas sur ce plan-là et que vraiment nous nous battons et que nous passons nos nuits. Oui, et du coup, elle est là en mode, mais le problème, c'est que Tondelier, elle se présente à la présidentielle. Du coup, genre, ça va faire croire aux gens que les écolos, ils pensent que au prochain coup et à leur poste et qu'ils vont pas se battre pour le budget, etc. Donc, elle a vraiment ce truc-là, mais en même temps, c'est aussi que elle, c'est le dernier espace dans lequel elle a un petit peu de la voix à porter. C'est sur les questions sociales, à l'intérieur de son propre parti. Du coup, genre, elle voit aussi à quel point elle se fait doublement baiser par Tondelier avec ce move-là, quoi. Mais après, encore une fois, même pendant les présidentielles, c'était la première à puter sur son propre parti. Enfin, c'était en 2022, je sais pas si vous vous rappelez, mais elle faisait le tour des plateaux télé pour dire que globalement, les écolos, ils avaient pas la bonne stratégie, quoi. Donc du coup, pour revenir sur Marine Tondelier, son problème, c'est son vide. Son problème, c'est que elle a été désignée dans son parti globalement pour prendre la suite de Jadot, essayer de faire une espèce de synthèse entre l'aile gauche et l'aile droite, mais en réalité, vu qu'elle vient plutôt de Jadot, c'est un peu compliqué. Et en fait, elle a gagné ses galons en politique au travers justement de cette ambiguïté permanente. Donc ça nous amène à l'article de Frustration Magazine, donc Rob Grams qui a écrit un article, Marine Tondelier, la candidate du macronisme vert. Je trouve que c'est forceur, en vrai. Parce que du coup, leur argument, c'est le macronisme vert, c'est Marine Tondelier, etc. C'est un peu forcé, macronisme vert, je pense. Ou alors le macronisme de 2017, mais même là-dedans, je sais pas. Bref, voyons voir, mais je trouve que c'est un peu forceur. La rattacher au hollandisme et au Parti Socialiste, je trouve que c'est plus faire que de la rattacher au macronisme. La raison pour laquelle Frustration peut aussi facilement dire ça, c'est que, désolé, mais Tondelier, pour l'instant, on sait pas vraiment ce qu'elle pense. On sait pas ce qu'elle pense, et ça, c'est la faiblesse des écolos, mais c'est que du coup, ils te parlent d'écologie. Okay. Parfois, ils arrivent à te parler du coup, la sécurité sociale, l'alimentation, etc., de pauvreté, vite fait la pauvrophobie, voilà, le super mot qu'avait inventé Tondelier pendant les européennes. Mais par contre, tu fais quoi de la sécurité ? Qu'est-ce que tu fais de la police en tant qu'écolo ? Qu'est-ce que tu fais de l'armée en tant qu'écolo ? En fait, il y a plein d'aspects. Qu'est-ce que tu fais de l'éducation ? Qu'est-ce que tu fais même du droit du travail en tant qu'écolo ? Et en fait, c'est à plein de trucs aussi où il y a cette espèce de flou dans lequel elle est, où finalement, elle a des propositions un peu marketing, la solitude, la sécu de l'alimentation, les trucs comme ça, mais t'as du mal à placer ça dans une vision du monde cohérente. Glucksmann, tu vois un petit peu son monde. Il a un monde du libéralisme triomphant, où les affaires vont bien et où les droits de l'homme sont un peu respectés. On a un peu... Il voit c'est vraiment le capitalisme avec son supplément d'âme, ou plutôt le supplément d'âme qui vient rejustifier le capitalisme. Bon, Mélenchon, je vous en parle pas. Marine Le Pen aussi, elle est assez identifiable, même si on voit qu'en ce moment, le RN se déchire énormément sur la question du budget. Mélenchon, il a fait une note de blog récemment là-dessus, mais c'est quand même relativement identifiable. Mais le problème dans tout ça, c'est que Marine Tondelier, elle reste encore insaisissable. Donc, je comprends que l'accusation de macronisme puisse être d'autant plus facile que, prove me wrong. Vous ne le savez sans doute pas, mais Marine Tondelier est désormais candidate à la présidentielle. Nous risquons donc d'en entendre davantage parler.
apparatchik du parti Les Écologistes, un parti libéral progressiste et Macron compatible, elle est comme beaucoup, tu vois, ça c'est un peu... À l'échelle du parti, oui. Et c'est méchant pour les gens qui essayent de tenir un peu une ligne plus de gauche au sein des écolos, même si, bon, ils sont 3, tu vois. En fait, le problème des écolos, c'est leur fausse conscience. Tout comme Marx parlait de fausse conscience de classe pour les ouvriers qui ne s'identifient pas appartenant à la classe ouvrière, etc. C'est de la fausse conscience de classe, etc. Bah en fait, les écolos, ils ont une fausse conscience de gauche. Ils sont persuadés que parce qu'ils sont pleins de bons sentiments, parce qu'ils ont des trucs en mode « Ah, c'est que de l'alimentation, ah, tel truc, ah, quand même, la diversité et la justice sociale », comme ils ont des buzzwords comme ça, ils sont persuadés de très très bonne foi, je pense, qu'ils sont de gauche, qu'ils ont un socle d'évidence. C'est-à-dire la base d'évidence sur laquelle tu parles de politique, que ce socle d'évidence-là est à gauche, et socialiste, etc. Mais du coup, ça les rend d'autant plus frustrant à combattre, c'est qu'en réalité, quand tu vois ce qu'ils font et ce qu'ils votent, ça va un peu dans tous les sens, tu vois, genre. Parfois, après, bon, il y a une unification en vrai de vrai récemment. Il y a une plus grande unification du parti autour d'une base un petit peu socialiste, quoi. Mais ça reste un peu plus flou sur les questions sociales. Et c'est un petit peu ce dont parlait Léo. Quand tu prends la sociologie des électeurs écologistes et des militants écologistes, il y a ce que les sociologues appellent un affect minoritaire, un truc comme ça, où très souvent, les gens qui vont militer chez les écolos, ça va être les seuls queers de leur famille, ça va être les seuls écolos ou les seuls végétariens de leur famille, ça va être les seuls qui ont choisi une trajectoire sociale légèrement descendante, ou alors dans un domaine économique qui n'est pas celui de leurs parents et qui n'est pas celui de la tradition de leur famille, etc. Donc en fait, ça va créer une singularité biographique ou un affect minoritaire, je sais plus. Et en fait, ce qui fait qu'ils vont se percevoir comme étant les underdogs, comme étant un peu les challengers, comme étant fondamentalement différents des autres parce qu'ils ont fait des choix individuels différents. Le problème, c'est que ça va se conjuguer dans un parti qui, refusant de trancher des lignes politiques claires, bah du coup, la seule chose qui te reste, c'est cet affect minoritaire. Cet affect minoritaire, à la France insoumise, ça va se conjuguer avec une formation politique omniprésente, avec une éthique militante et un ethos qu'il y a dans tout le parti, un peu intellectuel. Le cliché du militant insoumis, pas pour rien que c'est le militant avec des lunettes rondes, quelle que soit sa classe sociale d'origine, tu vois, c'est vraiment le truc on va énormément valoriser le fait de monter en capacité intellectuelle, c'est tout le sens des formations continues de l'Institut La Boétie, c'est tout le sens même de la façon dont Mélenchon a d'être assez professoral, assez pédagogue sur... en mêlant la philosophie, l'économie, les trucs comme ça, etc., etc. Donc en fait, cet affect minoritaire va se justifier et va se canaliser dans des propositions concrètes, quoi. Mais du coup, chez les écolos, comme il y a pas mal de divisions entre les chapelles, et comme il y a un refus de trancher sur une ligne unique, bah ça fait qu'il ne reste que l'affect minoritaire pour lire le monde politique autour de soi. Et du coup, ça ne peut qu'amener à une fausse conscience. Parce que tu peux avoir des gens qui, individuellement, ont des idées un peu différentes, en mode des idées même très très concrètes sur l'articulation entre l'écologie et la lutte des classes, mais à l'intérieur de leur parti, ce n'est pas canalisé, ce n'est pas unifié, quoi. Donc elle est comme beaucoup de personnalités favorites de la bourgeoisie de gauche qui émergent par cycle régulier, Taubira, Hamon, Glucksmann, difficile à critiquer sur ses idées, puisqu'elle n'emporte aucune de réellement forte et lisible. C'est vrai que franchement, son truc de sécurité sociale de l'alimentation, c'est la première fois que je la vois porter une idée de programme forte. Et comme par hasard, c'est le programme de la France Insoumise. Ce n'est pas un hasard, car ce qui plaît à cette frange de l'électorat est avant tout ce qu'elle incarne. La continuité du même, de l'ordre établi, du macronisme sous un autre nom, mais avec la bonne conscience de gauche en prime. Moi, c'est là que je suis pas d'accord. Je mets plutôt ça dans le giron du PS que du macronisme, en vrai. Y compris même dans la division interne, y compris dans l'état de crise interne au parti, où l'aile gauche est de plus en plus... Pour moi, le EELV, c'est un peu l'état du PS à l'époque de Ségolène Royal. Hein. D'ailleurs, je trouve que... Je sais plus qui dit ça dans le chat, je sais pas si c'est Gurucnac ou quelqu'un d'autre. Mais pour moi, Marine Tondelier, c'est Ségolène Royal, quoi. C'est vraiment... On est à l'époque du PS de Royal. Bon, sans les majorités, les élections gagnées et le nombre d'élus locaux, etc. Enfin, sans le maillage territorial des cadres. Mais en vrai, vis-à-vis de l'équilibre du parti, c'est un peu une Ségolène Royal, quoi. Parce que, comme toujours, les médias ont contribué aussi à faire connaître cette figure, Le Monde parlant, en dépit de la réalité de piteux résultats électoraux, d'une personnalité qui séduit à gauche. C'est pratique, ça veut rien dire. Qui séduit à gauche? Qui séduit qui? Comment? Qui séduit à gauche? Quelle gauche? On sait pas. Et Libération d'une révélation. Globalement, pour cela, tout ce qui n'est pas Mélenchon est bon à prendre. Tentons quand même de voir de qui nous parlons au-delà du folklore un peu cringeos autour de sa veste verte, un objet politique selon Le Monde. Voilà, nous allons voir au-delà de la veste verte et du React bas du front de Zawa Prod avec Raz. Un parcours de politicienne bourgeoise de gauche classique avec des scores électoraux
piteux. Sur le plan sociologique, pas de surprise. Si Marine Tondelier a grandi dans une région ouvrière, le Pas-de-Calais, elle provient, elle, de la bourgeoisie classique de province. Père médecin, mère dentiste, grands-parents pharmaciens, etc. Déjà une sacrée sociologie. Pour ses études, elle a fait Sciences Po Lille, hésite à devenir directrice d'hôpital, mais préfère se lancer dans la politique. Elle a toutefois le courage de commencer sa carrière dans son territoire d'origine plutôt que de chercher le parachutage, c'est-à-dire dans une région de plus en plus gagnée à l'extrême droite. Néanmoins, ses tentatives ne seront pas couronnées de succès, loin de là. En juin 2012, elle se présente à la députation dans la même circonscription que Marine Le Pen et obtient le score de 1,63%. Marine Le Pen perdra finalement l'élection et d'extrême justesse face à un socialiste. Le fait de rester dans le Nord, ça se voit qu'elle a l'impression de mériter une médaille pour ça. Bah, il y a un peu de ça. Il y a un peu un côté sacrificiel, mais en même temps de pas faire le taf pour, tu vois. Genre en vrai, bon, le militantisme de LVA et d'un Beaumont, on a des camarades qui pourraient en parler, quoi. Ça donne des graines dans les tractages, quoi. Elle fera mieux aux élections suivantes, mais toujours avec des scores assez dérisoires. 6,5 aux élections départementales de 2015, puis 3,5 aux législatives de 2017, où cette fois Marine Le Pen l'emportera au deuxième tour. Comme toutes les apparatchiks, elle est en campagne permanente, cherchant n'importe quel poste d'élu. N'oublions pas qu'avant 2027, la gauche gagnait encore parfois dans le coin, et que même faire des scores nuls peut permettre d'avoir des mandats d'opposition. Donc, porte-parole de Jadot en 2022, porte-parole de l'écologie bourgeoise. Se présenter sans cesse à toutes les élections lui a donc permis d'obtenir différents postes. Conseillère municipale d'opposition, conseillère régionale d'opposition, mais c'est surtout sa nomination en 2021 en tant que porte-parole de la piteuse campagne de Yannick Jadot pour la présidentielle de 2022, qui incarne à l'époque la ligne la plus droitière du parti, qui donne à Marine Tondelier une véritable visibilité à l'échelle nationale. Donc, elle a quand même commencé comme porte-parole de Jadot, quoi. Le mec qui vendait des pompes à chaleur. C'était un vendeur de pompes à chaleur qui s'est pris pour un candidat à la présidentielle, ce mec, quoi. Bref. Vous avez sans doute oublié qui était Yannick Jadot. Et c'est parfaitement normal, car la mémoire a généralement du mal à imprimer les personnages fades, inintéressants et interchangeables. Ouah, ça tire à balles réelles. Mais nous sommes là pour vous le rappeler, merci frustration. Au-delà de faire partie de ceux qui avaient réactivé la polémique raciste sur le Burkini, c'était dans un moment, je crois, d'opposition avec Éric Piolle, puisqu'il y avait eu tout un drama où, à Grenoble, les piscines municipales, il y avait une question d'autoriser le Burkini, qui porte tellement mal son... Je trouve ça vraiment insultant d'appeler ça un Burkini, mais bref. Bon, le maillot de bain intégral, ça avait fait un scandale. Et je crois que Jadot avait un petit peu utilisé ça pour taper sur Éric Piolle, qui était un petit peu son opposition de gauche, entre guillemets, dans le parti à cette période-là. Il y avait déjà Sandrine Rousseau un petit peu qui se tirait la bourre avec Piolle aussi. C'était un petit peu un panier de crabes, globalement, tout le monde se pinçait. Mais oui, c'était un petit peu sur fond d'opposition avec Éric Piolle et sur fond de liquidation de son aile gauche. Jadot était surtout un eurobéat libéral au service du greenwashing. L'économie de marché, tout le monde est pour l'économie de marché. Vous voulez que les paysans bio vendent dans les soft causes. Vous voulez l'économie de Maduro. Ouais, c'est vraiment le mec. Tu lui parles de remettre en question l'économie de marché, il dit Venezuela, Maduro, oui, les soviétiques, l'URSS, tu vois, genre il a les réflexes du bourgeois libéral classique, où dès que tu lui parles d'autre chose que de capitalisme, il est en mode quoi, tu veux revenir à l'époque de la roue, enfin, voilà quoi. Et c'est exactement ce que nous a fait Marine Tondelier sur le plateau Twitch de l'Humanité avec Loumi, où elle était en mode oh mais faudra quand même qu'on me dise qu'est-ce qu'on met à la place du capitalisme, ben voilà, moi je sais pas, j'ai pas la réponse et je pense que personne. Tu vois, genre il y a le même réflexe bourgeois, il y a le même ethos bourgeois de dès qu'on parle de remettre en question le marché, le capitalisme, il y a ce truc, mais qui est vraiment, enfin qui est un truc épidermique chez les bourgeois de dire quoi, qu'est-ce que tu veux à la place, tu veux quoi, tu veux Staline, c'est ça. Donc c'est créatif en juillet 2019 avec sa finesse habituelle de macroniste bas de gamme. À propos des Gilets jaunes, l'un des mouvements sociaux les plus importants de la décennie, son seul commentaire avait été de beugler comme un professeur pas content. Ça suffit, les manifestations en centre-ville le week-end, ça suffit. S'inquiétant comme toujours chez les bourgeois bien davantage des dégradations pour les petits commerces que de pieds arrachés, des yeux crevés et de nos morts. Il allait même vanter comme débouché à cette quasi-insurrection populaire le grand débat. Bah oui, parce que vous vous rappelez, hein, après les Gilets jaunes, c'était en mode oui, on va faire le grand débat où vous allez mettre les cahiers de doléances et on va régler cette crise par le haut, par la démocratie et hop. Ils sont où les cahiers? Où ça? Les cahiers de doléances? Non, je sais pas. T'as regardé sous le tapis? Non, regarde pas sous le tapis. Non, je sais pas. Ah si, le Covid, c'est compliqué. Hein. Il y a eu d'autres priorités, vous savez. Donc il avait vanté du coup comme débouché à cette quasi-insurrection populaire le grand débat, ce nom donné à cette entreprise de propagande macroniste. Et en fait c'est là aussi que les red flags macronistes, en vrai je recommence à être d'accord avec l'article, c'est l'obsession de la démocratie à tout prix, de la démocratie sans aucun contenu politique, bah ça amène à du macronisme in fine, ça amène à ce qu'on te propose un grand débat, t'es content, ça amène à ce qu'on te propose un conclave pour les retraites, t'es content,
Parce que du coup, c'est bien, on va discuter, etc. T'as l'impression que discuter, c'est bien en soi. Non, la démocratie, c'est pas bien en soi. Discuter, c'est pas bien en soi. La question, c'est pourquoi. En théorie, la démocratie, c'est censé être bien parce que le peuple est censé décider. Et on part du principe que si le peuple décide, il décidera ce qui est bon pour le peuple. Bon, parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, tu sais, t'as tous ces trucs-là de la démocratie, la raison pour laquelle on est pour la démocratie quand on est à gauche, c'est au nom, justement, de la justice sociale. C'est au nom de ce qu'on présume que la démocratie amène, cette justice sociale. Du coup, si tu vantes la démocratie à tout prix, mais sans avoir pour objectif la justice sociale, bah dans ce cas, tu ne peux que vanter le statu quo. Et dans ce cas, oui, on retourne au macronisme. Donc il y avait toutefois des manifestations que Jadot appréciait, comme la manif d'extrême droite des policiers de mai 2021, où il s'était rendu aux côtés du RN, d'Éric Zemmour et de Gérald Darmanin. Il aimait beaucoup les patrons, les entreprises. Les entreprises doivent être nos alliés, avait-il déclaré au MEDEF dans une tentative de séduction aussi obscène que grotesque. Ce qui est problématique car une politique écologique sérieuse aurait tout pour contrarier les capitalistes. Non, c'était vraiment écolo, les patrons, c'est pas tes potes. Voilà donc le candidat que soutenait activement Marine Tondelier en 2022 et qui fit 4,6%, un score ne permettant même pas de rembourser les comptes de campagne, mais suffisant pour empêcher l'accession de Mélenchon au second tour et donc pour appeler à voter Macron sous les hurlements de joie et les applaudissements nourris de ses militantes et militants. La critique du capitalisme se branlait la nouille. Alors on pourrait dire que son soutien à Jadot n'était qu'opportuniste et que sa ligne politique est différente. Oui, peut-être qu'elle était en mode on m'a proposé d'être porte-parole, je pensais changer les choses de l'intérieur, que voilà, et puis après tout, c'était quand même pour sortir de la grisaille de Hénin Beaumont. Comment est-ce qu'une provinciale comme moi pourrait avoir accès à un mandat national autrement qu'en suçant les droitards? Peut-être, tu vois. Mais un passage dans une émission du journal communiste L'Humanité, où la journaliste Loumi constatait d'ailleurs à raison que l'on n'entend quasiment jamais Marine Tondelier parler de fond, des idées, de politique, mais presque uniquement de stratégie et de communication, donc c'est un petit peu ce que je vous ai dit quand on regardait son interview à TF1, a eu le mérite d'apporter certaines clarifications. C'est une difficulté auquel le ou la journaliste s'intéressant au programme de Marine Tondelier est tout de suite confrontée. Comme Taubira en son temps, celle-ci ne parle presque jamais de mesures concrètes et se contente de pirouettes et d'anecdotes permanentes. Donc alors que le philosophe et sociologue Michael Lowy rappelait fort justement dans son dernier ouvrage Étincelle éco-socialiste qu'il est impossible d'imaginer une solution véritable, c'est-à-dire radicale au problème de la crise écologique sans changer de fond en comble le modèle actuel de production et de consommation, autrement dit sans envisager la sortie du capitalisme, Marine Tondelier nous démontrait qu'elle n'avait jamais considéré cette question. Interrogée sur sa vision de l'écologie, la lutte des classes et la sortie du capitalisme, celle-ci avait sobrement répondu qu'elle aimerait que nous arrêtions de nous branler la nouille, trouvant qu'il s'agit de débats déconnectés. Et demandant, dans un aveu assez sidérant, en fait c'est quoi le capitalisme? En fait c'est quoi le capitalisme, hein? Définissez le capitalisme. À la fin de l'émission, nous n'avions rien appris sur son idéologie, sa vision de l'écologie ou son projet. Elle n'aura fait qu'égriner des bons mots. Oui, parce qu'à chaque fois, c'était en mode « Ah là là, je vais vous raconter une petite anecdote, ah là là », et moi, je leur ai bien dit ma façon de penser. La cuistrerie et la capacité à phraser dans le vent semblant être un facteur déterminant pour le vote de la bourgeoisie de gauche. Ah mais bien sûr, mais parce que les bourgeois, ils adorent ça, bien sûr. Ils adorent quand rien n'est concret, quand tu peux palabrer toute la soirée. Mais sur un ton beaucoup plus agressif et exaspéré que sur les plateaux des éditorialistes de droite où elle est habituellement comme un poisson dans l'eau. C'est vrai qu'il y a une tendance qu'elle a, Marine Tondelier, c'est de faire un petit peu celle qui fait les gros bras, un peu en mode franchement, on n'a pas le temps pour ça. Voilà, moi je leur ai dit ma façon de penser. Tu sais, elle a un petit peu ce truc-là de presque de vulgarité mais maîtrisée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais un peu on va pas être vulgaire, mais on va parfois dire les choses, moi je suis cash, tu vois. Et c'est une forme de vulgarité maîtrisée parce que du coup, elle est un peu en mode... Elle arrive à concilier le fait d'apparaître comme un petit peu du peuple, comme un peu une simple meuf chill et normale qui a les mêmes réactions que tout un chacun et que n'importe quelle personne censément, et qu'en fait, elle n'est pas comme les politiques qui font de la langue de bois. Mais ça reste quand même maîtrisé parce que ça reste quand même au service de sa propre langue de bois à elle et de sa propre obsession de ne surtout jamais rentrer dans le fond et de ne surtout jamais se confronter sur le plan des idées, quoi. Se branler la nouille, c'est un peu... Oui, justement, faut pas se branler la nouille. Regardez, je suis un peu cash, mais du coup, je vais pas non plus trop me mettre en danger vis-à-vis de la bourgeoisie. Je suis nature peinture. Mais une chose était claire, et en aucun cas surprenante, Marine Tondelier ne compte pas affronter la question du capitalisme. Autrement dit, elle ne compte rien faire réellement pour l'écologie. Une unioniste vraiment, une artisane de la fin de la NUPES. Marine Tondelier a la réputation finalement assez usurpée d'être unioniste, de vouloir rassembler la gauche. Sans aucune surprise là non plus, la mobilisation de cette notion par les politiciennes et les politiciens est toujours fonction du nombre de strapontins à négocier. Pour avoir des élus aux législatives de 2022 après le score groupusculaire de Jadot, il y avait plutôt intérêt à être unioniste et à se rabibocher en moins de 2 avec la France insoumise après une campagne présidentielle qui n'avait consisté qu'à lui nuire. Mais dès qu'il s'est agi d'une élection où les écologistes font habituellement des bons scores, c'est-à-dire les européennes, une élection où les CSP+, fans de l'Union européenne, ça existe, oui, adorent aller voter pendant que les classes populaires s'abstiennent, l'union a évidemment disparu.
Alors, je suis un peu d'accord, même si en vrai de vrai, c'est pas au moment des européennes qu'ils ont brisé l'union, c'est au moment des sénatoriales. Beaucoup à l'initiative des cocos, mais en vrai, écolos et socialistes étaient largement contents de jouer ce petit jeu-là, on fait barrage à la France insoumise pour les sénatoriales et on s'assure qu'il n'y ait aucun sénateur insoumis. Ça a été aussi la game crade qu'ils ont joué. In fine, ça a été beaucoup d'opposition entre nous et les cocos parce que on est beaucoup élus dans des endroits, dans des territoires similaires. Mais les écolos étaient aussi dans la combine, faut pas se mentir. Mais en effet, après, le vrai gros truc, parce que globalement les sénatoriales, tout le monde s'en bat les couilles, mais en effet, le gros truc derrière, ça a été vrai les européennes, où tout le jeu de l'Union, en plus, s'est joué sur fond de stigmatisation de la France insoumise pour ses positions contre le génocide en Palestine. Et donc, il y avait aussi tout ce truc-là il y avait cette différenciation-là de arrêter de faire les forceurs et en même temps, de toute façon, on profite du fait que tout le monde les traite de terroristes pour essayer de jouer notre game pour les européennes. Et comme résultat, ça a donné les scores les plus bas de leur histoire. De fait, Marine Tondelier a été une des artisanes de la fin de la NUPES. Non pas qu'il s'agisse de lui reprocher, la NUPES a été précisément une catastrophe stratégique de la France insoumise, car elle a fait ressusciter les satellites du macronisme que sont le Parti socialiste et les écologistes. Amen, on est d'accord là-dessus. Mais c'est un fait trop souvent oublié. C'est bien elle qui a refusé l'alliance avec la France insoumise aux européennes de 2024. Non, c'est non. Stop aux forceurs, avait-elle dit, utilisant probablement volontairement une analogie par ailleurs extrêmement déplacée. Très présente dans la campagne, bien que la liste Europe Écologie fût menée par Marie Toussaint, les résultats ne furent pas là avec un score particulièrement mauvais de 5,5. Bah oui, la boutithérapie, la capta de meeting horrible avec un fond vert où tout le monde apparaissait en gris. Où ils ont même... Mais rappelle, ils ont quand même invité le libéral européiste Gaspard Koenig, exactement. Gaspard Koenig, qui est un putain de libéral européiste, droitard, mais juste parce qu'il a écrit un bouquin sur les asticots c'est bien, ah bah du coup c'est écolo. Oui, c'est ça que je veux dire sur le parti des écolos, tu vois. C'est dès que tu mets un peu de vert, c'est bon, tu viens, on parle. C'est bref. À peine quelques semaines plus tard, elle rechangeait bien sûr d'avis pour les législatives anticipées de 2024 et refaisait le sketch de l'Union, cette fois autour du nouveau Front populaire. Pour conserver des députés écologistes, il fallait de nouveau s'allier avec les insoumis. Désormais, Marine Tondelier se déclare candidate à la présidentielle. L'union de la gauche est une fable à laquelle personne ne croit vraiment et qui n'a dans l'absolu rien de souhaitable, ni sur le plan idéologique, ni sur le plan stratégique. Bah oui, parce qu'en fait, finalement, pourquoi l'union de la gauche, c'est le truc naturel pour ELV ? C'est que l'espèce de ventre mou, bizarre, inconclusif, auquel l'union de la gauche amène nécessairement, ce truc-là de l'alliance de la carpe et du lapin, on fait s'allier des gens qui sont pas vraiment d'accord entre eux, qui sont pas vraiment d'accord sur ce qu'ils veulent faire, mais ils sont surtout d'accord sur le fait qu'ils veulent être élus, quoi. C'est exactement ce qui se passe chez les écolos depuis des années et des années, quoi. C'est l'histoire de ce parti. C'est que eux, ils ont déjà l'habitude de faire l'union entre des gens qui en vrai sont pas d'accord entre eux. Tout ça sous le vernis de la tolérance, de la démocratie interne, de machin, etc. Du coup, c'est parfaitement logique pour eux de revendiquer l'union, parce que c'est eux qui savent le mieux gérer cette sauce. L'union de la gauche est une fable à laquelle personne ne croit vraiment. Mais si on la prend au sérieux, sa logique même est de soumettre les petits partis de gauche aux partis de gauche dominants pour donner une chance à ce dernier, dont on suppose qu'il souffre de la dispersion des voix induite par une multiplicité de micro-candidatures. Toute autre suggestion est une vaste blague. En gros, si tu veux faire l'union de la gauche, c'est pour bénéficier à celui qui a le plus de voix et qui est en position de force pour éviter de diviser la gauche. Donc c'est la responsabilité des diviseurs de s'allier avec l'hégémon. Sauf que là, ils veulent l'union à l'inverse. Ils veulent casser l'hégémon en faisant croire à une majorité des diviseurs. Proposer à un candidat à 22% de se ranger derrière les candidats et candidates à 4,5% ou 1,8% n'a aucun autre sens que celui de faire semblant d'avoir cherché cette union impossible. Au moins, ils pourront dire et pleurer. Mais pourtant, nous avons tenté de faire l'union. Et encore une fois, c'est comme ce que je vous disais sur Clémentine Autain et les élections européennes. C'est des gens qui parient sur la défaite, continuellement. D'une manière générale, tous ces candidats et candidates qui parlent d'union font juste le vœu vain et mégalomaniaque que tous les autres candidats se retirent pour se ranger derrière LE, ce qui n'a donc rien d'une union réelle. Une députée écologiste citée par l'Opinion dénonçait d'ailleurs l'hypocrisie et le double langage de Marine Tondelier en la matière. On ne peut pas faire une liste indépendante européenne et ensuite être l'héroïne de l'union de la gauche et des écologistes. Pousser Yannick Jadot au municipal à Paris, qui ne veut pas de LFI, et pousser un candidat LFI à Montpellier contre le maire PS sortant. Bref. Énième candidate Macron. Et moi, c'est là que je suis un peu en mode Macron compatible, vraiment. C'est un peu fort de café, Macron compatible. Compatible, oui. Macroniste, non, quand même. S'il te plaît, Rob Graham, s'il te plaît. En politique, la mémoire est importante, car si les écologistes recyclent vraiment quelque chose, ce sont les bureaucrates macronistes. Il est toujours utile de le rappeler. Les écologistes sont le parti qui a accouché parmi de ceux qui s'est fait pire en Macronie. Pire. Il y a pire. Arrête, il y a pire.
Daniel Cohn-Bendit, Nicolas Hulot, François de Rugy, Jean-Vincent Placé. Non, il y a pire. La vérité, il y a pire, arrête, tu forces. Et il serait bien naïf de n'y voir qu'un hasard. Après, cela dit, oui, il y a eu beaucoup de gens des écolos qui sont recyclés chez les macronistes. Avec sa composition de petits notables libéraux cherchant un marché politique, les divergences avec Renaissance, libéral, fanatiquement pro-européen, ne sont que des nuances qui expliquent la grande porosité entre les deux formations politiques. Marine Tondelier n'a pas cessé de donner des gages à la Macronie depuis 3 ans. En décembre 2022, elle nommait Augustin Augier, proche de François Bayrou et fils du maire de Deauville, comme délégué général d'Europe Écologie Les Verts. Comme n'importe qui aurait pu le prédire, il a fini par rejoindre de nouveau la Macronie, nommé en juin 2025 par Bayrou et Macron comme secrétaire d'État à la planification écologique, un organisme interministériel créé par Elisabeth Borne sous l'autorité du Premier ministre. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Et c'est là que je vois où il veut en venir sur le Macron compatible. C'est que c'est vrai que comme c'est un parti de technocrates, la vérité, Europe Écologie Les Verts, c'est un parti de technocrates, c'est pas un parti d'idéologues. Mais comme c'est un parti de technocrates, du coup, il recycle les mêmes technocrates que les macronistes, que le PS, etc., etc. Et donc, ça, c'est intéressant, le truc du proche de Bayrou, qui est nommé délégué général d'Europe Écologie Les Verts, et ensuite, qui finit par rejoindre le gouvernement Bayrou pour être secrétaire général à la planification écologique. C'est un petit peu le même qu'on avait le même truc qu'on avait, je sais pas si vous vous rappelez parce que c'est des temps immémoriaux et que le nombre de noms qui ont été balancés, mais vous vous rappelez quand les écolos, quand il y avait après les élections législatives, le truc de il faut nommer un premier ministre du NFP, etc. et que les écolos avaient proposé Laurence Tubiana, qui était une bureaucrate, sortie d'on ne sait pas où, Macron compatible au possible, PS qui avait même été, je crois, nommé par le PS à ses fonctions à l'Organisation des Nations Unies, etc. Donc ça qui est intéressant, c'est que comme ils n'ont pas d'idéologue, au final, ils finissent par se remettre entre les mains des technocrates. Et les technocrates, bah, en fait, c'est des gens qui sont parfaitement macrono-compatibles et qu'on peut mettre comme secrétaire d'État à la planification écologique. Comme ça fait beau sur le CV, ça fait beau sur le gouvernement, et puis de toute façon, rien ne change derrière. En juin 2024, Marine Tondelier a annoncé que ses candidats se retireraient en cas de triangulaire au second tour pour laisser la place au candidat macroniste le mieux placé face au RN, même s'il s'agissait de Gérald Darmanin. Après des résultats surprises qui ont donné une majorité relative au nouveau Front Populaire, du fait de l'effet barrage et de la division de la droite, macroniste à l'RN, Marine Tondelier a participé activement à la comédie sur le... Ah ben voilà, justement il va en parler, les grands esprits se rencontrent. Sur le casting d'un Premier ministre NFP, pendant que Macron rigolait probablement à pleines dents. Fut ainsi avancé comme idée, avant Lucie Castet, Laurence Tubiana, qui proposait ni plus ni moins de renoncer au programme du NFP et de gouverner avec les macronistes. Je trouve que dans cet arc, on voyait vraiment tout l'impensé du reste de la gauche, quoi. Ils nous ont proposé tous les technocrates possibles. Tubiana, Lucie Castet, c'est vraiment que des technos, quoi. Oui, l'arc Huguette Bello. Enfin, Huguette Bello, la seule qui était un peu une... C'était la seule qui avait vraiment un profil politique, même si elle avait quand même un profil d'élu local, un peu apparatchik à sa façon, tu vois, genre c'est le plus politique des technos qu'on pouvait avoir, quoi. Et c'était pas une haute fonctionnaire qui passe sa vie à faire des rapports et des... Bref. Je rappelle que Bello, ils ont dit non parce que Skip, elle est homophobe. Oui, non, mais... Bref, encore une fois, l'instrumentalisation des LGBT-phobies pour faire barrage à la gauche. Bref. Cela fut refusé par d'autres composantes du NFP, dont la France Insoumise. Marine Tondelier avait alors réagi en dépolitisant le sujet, ne voyant dans les critiques à l'égard du choix de Laurence Tubiana que du sexisme contre les femmes engagées. Mais la seule raison pour laquelle vous refusez cette technocrate macroniste, c'est uniquement parce que c'est une femme, bien évidemment. Derrière cette diversion, une vraie vision, celle d'une grande coalition, c'est-à-dire la constitution d'une majorité avec les macronistes et une partie de la droite. Interrogée sur ce sujet, elle déclarait en juin 2024 « La politique dans ce pays ne pourra pas continuer comme avant. On va devoir changer. » Mais qu'est-ce qui aurait changé dans une grande coalition macroniste ? Le lacrymo aurait été écolo ? Les grenades de désencerclement recyclables ? Tondelier est le symptôme d'un macronisme complexé, constipé, qui gangrène la gauche depuis Hollande. Macronisme, encore une fois, je trouve que c'est encore un peu forcé, mais je suis d'accord que c'est un truc complexé et constipé qui gangrène la gauche depuis Hollande, ça je suis totalement d'accord. La même qui considérait impossible de s'allier avec la France Insoumise pour les élections européennes semblait prête à le faire en une semaine avec Gabriel Attal. Plus récemment, en pleine période d'ébullition sociale post-10 septembre, Marine Tondelier a participé, comme les autres partis de la gauche, PS et PCF, à cette opération de manipulation très répétitive, consistant à faire croire que des inflexions et des compromis seraient possibles avec le macronisme et le cornu, contribuant ainsi à la démobilisation générale et ajoutant le ridicule au déshonneur. Donc ça, c'est vraiment leur truc de à chaque fois. Ah non mais on est convoqué à Matignon, peut-être que le gouvernement va entendre nos revendications, et de sortir à chaque fois en disant « Je suis vraiment déçu et consterné d'à quel point ils n'en ont rien eu à faire de nos propositions. » Oui, ils sont foutus de ta gueule, que tu veux. Rappelle qu'ils leur ont fait croire jusqu'au bout que Olivier Faure allait être nommé Premier ministre. Rappelle que le PS avait donné consigne à tous les membres de son parti que si jamais ils ont un coup de fil de l'Élysée, ils doivent y aller. On va pas revenir là-dessus.
Donc des réflexes d'apparatchik à un parti sous cloche. La France insoumise est souvent épinglée pour ses problèmes de démocratie interne et, à vrai dire, une partie des critiques en ce domaine semble justifier. Toutefois, la différence de traitement avec les autres partis est saisissante. Le Parti socialiste étant par exemple suspecté de fraude et d'irrégularité à quasiment chaque congrès. Mais on pourrait également parler des écologistes et de la direction de Marine Tondelier. Avant le congrès des écologistes en avril 2025, Karima Delli, ancienne eurodéputée, Harmonie Le Serre, élue bordelaise, et Florentin Letissier, maire adjoint à Paris, avaient tous les droits de déplorer un manque d'équité et de pluralisme dans les modalités de participation au congrès. En gros, les règles n'étaient pas claires sur comment on fait pour participer, quoi. Les règles électorales avaient en effet été modifiées, ce qui faisait dire à Karima Delli que ces nouvelles conditions semblent avoir été taillées sur mesure pour consolider l'emprise de Marine Tondelier. Bah oui. Ah bah la démocratie interne, hein. Ça fonctionne jusqu'à ce que ça fonctionne plus, quoi. Ça fonctionne jusqu'à ce que la possibilité de prendre des places ou de gagner une élection pointe le bout de son nez, quoi. Florentin Letissier allait dans le même sens. Les conditions de tenue du congrès constituent une profonde trahison de l'ADN de notre parti par la direction en place. Bon, après, commencez pas à faire crari, vous aviez pas truquer et bouger les fonctionnements à chaque congrès littéralement, parce que bon, votre super démocratie, c'est surtout un beau prétexte pour changer les règles à chaque fois et pour bien verrouiller l'appareil de parti, quoi. Bon, bref. Éric Piolle, maire écologiste de Grenoble, avait lui déclaré avoir été banni du courant de Tondelier et déplorer cette façon d'éjecter ce qui porterait des nuances sur la stratégie. Mais c'est sûrement Sandrine Rousseau, l'une des figures majeures du parti et son aile gauche, qui est allée plus loin et publiquement dans la fronde contre la direction de Marine Tondelier, parlant dans les médias le mois dernier de concentration des pouvoirs, d'une personnification, ça c'est vrai. Après, encore une fois, la personnification, moi je suis pas contre. Mais la personnification sans substance derrière, et là pour le coup, quand on parle de Marine Tondelier, c'est littéralement ça. Rappel, elle a écrit un bouquin où elle dit « Ceci n'est pas un programme » et où elle ne fait que parler d'elle dans ce bouquin. Et elle a un chapitre consacré à sa veste verte. D'une absence de contre-pouvoir et de réflexe apparatchik. Cette vive réaction était liée à la décision du parti d'organiser un processus de désignation d'un candidat écolo pour une éventuelle primaire avant la fin 2025. C'est un processus de verrouillage. C'est plus qu'une parodie de démocratie interne, c'est une mise sous cloche des écologistes. Et puis, quelle urgence y a-t-il à faire ça maintenant ? Nous sommes peut-être à la veille d'une dissolution, à quelques mois des municipales. Voilà, donc ça c'est le truc qu'on avait vu Sandrine Rousseau dire tout à l'heure. Et encore une fois, tu vois, c'est le truc de, normalement, si tu fais une primaire de la gauche, une primaire ouverte de la gauche, pourquoi tu veux désigner à l'intérieur des partis des candidats à la primaire ouverte de la gauche? Normalement, c'est une primaire ouverte, par définition, elle est ouverte. C'est projet contre projet, chacun se présente, chacun fait valoir son truc, etc. En fait, son verrouillage là-dedans, c'est d'être sûr que le processus de désignation chez les écolos va d'ores et déjà couper l'herbe sous le pied à toute personne autre qui voudrait se présenter à une primaire. Et du coup, ça lui garantit en fait d'être la seule personnalité forte et la seule personnalité de premier plan dans la primaire du Front Populaire 2027, du truc, voilà, du Front Impopulaire, pas de buzz, etc. Une candidate d'une très grande faiblesse sur l'islamophobie, la Palestine et les violences policières. Donc voilà, donc plein génocide à Gaza, Marine Tondelier avait fait une démonstration de son enthousiasme pour la candidature démocrate de Kamala Harris, qui remplaçait in extremis Joe Biden atteint de sénilité avancée, et pourtant comptable du bilan désastreux qui a conduit les États-Unis à soutenir massivement le massacre des Palestiniens par dizaines de milliers. Go Kamala Harris, tweetait-elle alors en l'identifiant comme si celle-ci avait besoin de ses encouragements qui n'ont visiblement pas empêché de perdre face à Donald Trump, accélérant la fascisation du pays. Oui, ça c'était vraiment... Mais c'est vraiment son côté girl boss. Go, you go girl, yes, girl power. Rappelle que bon, Kamala Harris n'était pas la dernière pour soutenir le système des prisons privées et du coup de l'esclavage carcéral aux États-Unis. Plus récemment, le 10 octobre 2025, Marine Tondelier déclarait sur RTL qu'une procédure de déportation était engagée contre Melissa Camara, députée européenne écologiste kidnappée par Israël pour avoir tenté d'apporter de l'aide humanitaire à Gaza. Engueulée par le CRIF, qui a immédiatement parlé de faute historique et morale, et plus généralement par tous les pro-israéliens des plateaux télé, celle-ci s'est immédiatement confondue en excuses. Si on peut par ailleurs trouver le mot maladroit, elle montrait toutefois par sa réaction son incompréhension totale des dynamiques en cours. Personne, absolument personne, n'a réellement pensé, ne serait-ce qu'une seule seconde, que Marine Tondelier aurait haïtion utilisé ici le mot déportation comme une provocation antisémite et une référence au camp de concentration nazi, et pas même ceux qui l'ont accusée de manière délirante. Elle fait ainsi comme s'il y avait encore la moindre bonne foi dans l'instrumentalisation absolument constante de la lutte contre l'antisémitisme de la part des soutiens inconditionnels du génocide. Donc même quand il s'agit d'une de ses camarades qui a été kidnappée par Israël, qui a été torturée dans les prisons, parce que désolé, mais bon, les participants et participantes de la flottille, les mauvais traitements subis, bref, même là-dedans, elle courbe les chines face aux instrumentalisations de l'antisémitisme, et parce que bah voilà, ils ont fait rentrer
Golem dans la bergerie aussi. Hein. Ça a été leur fond de commerce pour se distinguer de la France insoumise, de dire nous, on suit des formations contre l'antisémitisme avec Jonas Pardo et c'est très important de faire attention sur les dog whistles. J'ai appris la liste de tous les dog whistles antisémites et ça a été leur élément de distinction pour éviter de parler du fond et du droit international et pour éviter de parler de ce qui se passait à Gaza, contrairement à ce que faisait la France insoumise. Donc en fait, finalement, c'est parfaitement logique qu'elle cède à ça. Cette tendance à faire le paillasson n'est pas nouvelle. Avec l'attitude de paternalisme colonial habituelle de la bourgeoisie blanche de gauche, elle avait indiqué qu'elle serait extrêmement attentive à ce que Médine dirait. Donc voilà, le truc de Médine, les gens qui disaient Allahu Akbar en manif. Bon, ça de toute façon, c'est le best-of de Marine Tondelier qu'on a à chaque fois, on la connaît par cœur. Débile et choquant, les fleurs devant les CRS, blablabla. Marine Tondelier incarne la continuité du hollandisme. Ça, je suis d'accord. Ah, du coup, c'est pour ça qu'il dit le macronisme. Ok, je vois. Continuité du hollandisme, donc le macronisme. C'est-à-dire une gauche d'accompagnement gestionnaire et institutionnelle. Pour moi, c'est plutôt le retour au hollandisme. C'est le fantasme du retour à la promesse de mon ennemi, c'est la finance, ou plutôt, je sais pas, mon ennemi, c'est l'écocide, tout en faisant totalement l'inverse derrière, tu vois. Pour moi, c'est plutôt un fantasme de retour au statu quo, c'est-à-dire retour à Hollande en espérant que ça finisse différemment cette fois-ci. C'est-à-dire une gauche d'accompagnement gestionnaire et institutionnelle, ça oui, gestionnaire, tous les techniques, le truc côté technos, etc., quoi. Un macronisme repeint en vert qui s'effraie dès qu'il s'agit de nommer les rapports de classe, de désigner le capitalisme ou de se confronter réellement à la violence de l'ordre établi. Derrière son vernis écolo et son discours policé se rejoue sans cesse la même comédie. Une politique d'ajustement cosmétique qui, par ailleurs, n'a aucune chance de l'emporter. En témoignent les scores systématiquement nuls à absolument toutes les élections auxquelles Marine Tondelier a participé. Elle parle parfois d'union quand elle cherche à sauver quelques sièges, mais peut l'abandonner le jour suivant selon l'intérêt de sa boutique électorale. Elle prétend parler d'écologie, mais sans affronter la question du capital. Elle parle de démocratie, mais est accusée par ses propres militants de verrouiller son parti. Bref, une énième notable libérale et égotique. Moi, j'aime bien le fait de lui renvoyer l'accusation d'égotisme. Sans idée ni stratégie, persuadée comme toujours d'incarner le bon goût de la gauche. Très bon article de frustration, même si encore une fois, tu vois, je suis plus sur le fantasme du retour au hollandisme que du macronisme. Mais c'est un bon résumé. En plus, en fait, c'est un peu cool parce que du coup, ça a reparlé de... C'est revenu sur un petit peu tout ce que j'ai dit au fur et à mesure de mes réacts, que ce soit au truc de TF1, que ce soit au truc de Sandrine Rousseau. Donc au final, ouais. C'est un bon résumé de toute cette affaire, quoi. Et oui, allez voir la vidéo de Léo sur le sujet, elle est trop bien. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.